retour sur le plateau dans votre émission Envie de la diaspora avec Moïse Agbenyegan. Nous sommes avec 4 invités aujourd'hui et Monsieur Placide da Silva que nous recevons de Los Angeles, Monsieur Forson Koué en Europe, à Paris. Merci également à vous. Le Dr Kojo Viton, président du parti politique à Nouvelle Vision. Et nous recevons également le coordonnateur des Togolais, donc résident en Belgique, qui nous honore également de sa présence. Merci à tous d'être avec nous. Il y a de cela quelques heures, nous avons tous vu le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, qui s'était adressé et qui a dérogé à la règle, je le disais en début d'émission, et qui a, en lieu et place donc d'un discours, accordé donc une interview exclusive à nos confrères donc de New World TV et à travers donc laquelle il a abordé beaucoup plus de questions. J'irai donc dans le vif du sujet pour demander rapidement Monsieur Placide da Silva, qui fait partie de nos invités aujourd'hui, ce qu'il a marqué exclusivement et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui face à tout ce que le président de la République a dit et quelle est la vision donc de l'ANC par rapport à la nouvelle année et qui s'annonce avec tous les projets dont il a parlé au cours de cet entretien. Monsieur Placide da Silva. Merci bien. J'ai écouté l'interview du président hier. C'est bon. Je ne suis pas ici pour critiquer, mais je ne pense pas que ce soit là comment il faut adresser ce que nous avons comme problème au Togo. Il faudra faire un peu... moi, je suis pragmatique. Vous le voyez très bien, je vis aux États-Unis, je suis chef d'entreprise, j'ai des employés. Les problèmes de gestion dont le président est responsable doit être géré différemment. C'est ce que je dis. Monsieur Forson et Monsieur Amedoji ont bien dit les problèmes avec des exemples. Nous ont nommé toutes les difficultés, les choses à résoudre. Voilà, ces choses-là, c'est ça qu'il faut résoudre. Ça qu'il faut résoudre. Évidemment, ce n'est pas la faute de celui qui était interviewé, mais c'est les questions, les journalistes ou bien ceux qui posent des questions. On a l'impression que c'est un peu du bavardage gentil. Vous voyez? Vous m'entendez? Et moi, je vous je ne vous entends plus. Ah, sorry. Vous dites qu'ils n'ont pas été à la hauteur pour poser des questions au président de la République? Mais je n'ai pas bien compris, je ne vous ai pas entendu. Répétez la question, s'il vous plaît. Je vous demandais si vous jugez comme s'ils n'ont pas été à la hauteur donc, de votre attente. Ouais, pour vous dire la vérité, moi j'espérais autre chose. Autrement dit, j'espérais autre chose dans ce discours-là. On nous a parlé de tas de choses, de l'agriculture. Il paraît que l'agriculture a un essor actuellement. Et je ne sais même pas comment parler de cette histoire de l'agriculture. Vous savez, moi, je vais en Afrique de l'Est chaque année. Et il suffit d'aller voir là-bas comment l'agriculture se développe, comment les choses se font. Il faut que nous ayons le courage d'aller voir d'autres exemples et tirer des leçons et faire mieux dans notre pays. Parce que nous n'avons pas au Togo assez de terres arables pour exporter certaines, mais nous pouvons produire mieux et faire ce que nous voulons, transformer les produits, tout ça. Mais il semble que nos dirigeants, je ne sais même pas comment dire ce mot, il semble que nos dirigeants ne voient pas du tout les problèmes de la même façon que nous autres. Tous les chiffres que M. Amedoji a cités, ce n'est pas du mensonge, c'est de la vérité. Tout ce dont M. Forson a parlé, ce n'est pas du mensonge, c'est de la vérité. Il faut donc, moi je le dis souvent, il faut revenir en arrière et refaire l'état,
Les gens ont peur d'un état des lieux. Les gens ont peur de ça. Parce que il y a certains qui ont peur de se faire blâmer et qu'on sort. Mais revenons en arrière et refaisons les choses étape par étape. Nous avons raté toutes ces choses-là. Sylvanus Olympio a avancé très facilement parce qu'il était très organisé dans sa tête. Ce n'est pas parce qu'il est gestionnaire de profession, mais tout a été fait d'une certaine façon. Regardez les voitures que nos autorités utilisent, des Suburban, des Mercedes, des Suburban américaines qu'on importe au Togo. Vous savez comment ils coûtent ces voitures-là? Alors, revenons en arrière et disons aux Togolais ce que nous voulons faire dans un premier temps. Voilà, nous avons tel problème dans tel domaine. Prenons un domaine à la fois. Nous voulons, voilà, tel problème de tel domaine. Voilà le problème que nous avons. Voilà la solution que nous proposons. Et est-ce que cette solution peut résoudre le problème? Et dans combien de temps nous allons résoudre le problème? Revenons à ces choses-là. Tout le reste, moi je trouve que c'est du bavardage gentil. C'est tout. Parce que nous n'avançons pas, il faut le dire. Alors, c'est l'avis donc du président Da Silva. Monsieur Forson Koué, qu'est-ce qui vous a retenu votre attention au cours de cet entretien avec les confrères de New York TV? Monsieur Forson Koué, vous m'écoutez? Docteur Ton, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Allez-y donc, qu'est-ce qui a retenu l'attention et quelle est l'analyse que vous faites en tant que parti de l'opposition? Allez-y, on va revenir après sur M. Forson Koué. Allez-y. Je pense que la tribune que j'ai publiée le même jour, suite à l'intervention du président, en dit beaucoup. D'abord, j'ai aimé le fait qu'il a essayé de faire un changement, de couper avec le traditionnel. Ça exprime autre chose dans ma mentalité, même si en productivité, on ne voit pas encore son fruit. Deuxièmement, j'ai aimé le fait que pour une première fois, du moins, selon mes reviews, le chef de l'État a pu accorder une interview à la presse privée. Et je comprends que, étant la première, il faudrait qu'on puisse la soigner d'une manière à en avoir de plus pour que ces interviews quand même permettent à ce que la population comprenne ce qu'ils sont en train de faire et aussi proposer, exprimer notre désir. J'ai aussi aimé cela. J'ai aimé le fait quand même qu'ils ont poser des questions sur des questions économiques, des questions sur la sécurité du pays, des questions sur la condition des jeunes, la condition de travail. Mais ce qui manquait, c'est ces questions sur la bonne gestion du pays. Donc, je les ai bien soulignées dans ma réaction, que si nous avions eu encore plus d'éclaircissement sur tout ce que nous avons eu à écouter, à apprendre dernièrement sur les transferts de fonds, sur le problème Covid-Gate, ces disparitions de fonds et autres, si c'est qu'il avait encore expliqué à la population ce qui s'est passé, ce qui se passe et les décisions prises pour corriger ces déviations, si elles sont réelles, ça m'aurait encore intéressé. Mais néanmoins, en général, j'ai quand même aimé qu'il y a eu cette volonté de pouvoir s'exposer à la presse privée pour cet exercice. Je comprends que quand on dit qu'il y a eu une amélioration, ça ne veut pas dire une satisfaction. Un élève, par exemple, qui a l'habitude d'avoir 5 sur 20 et qui a 7 sur 20 est encouragé. Néanmoins, il n'a pas encore la moyenne. Mais encourager ne veut pas dire quand même que tu as déjà passé là-bas, parce que les attentes de la population togolaise sont grandes.
Mais l'encouragement, c'est une pression. L'encouragement, c'est également un moyen de se donner, de se doter cette force de pouvoir aller, de pouvoir faire mieux. Donc, je pense qu'en général, j'ai apprécié, mais mes attentes ne sont pas encore satisfaites tant que le résultat attendu, c'est-à-dire la finalité, qui d'ailleurs a poussé à nous impliquer politiquement, n'est pas encore atteint. Donc, c'est pourquoi, à la nouvelle vision, nous allons continuer de nous battre, surtout avec notre stratégie des 3C, contribuer, collaborer, contraindre, avec une finalité que sa productivité puisse servir la nation pour laquelle nous nous battons tous. Monsieur Forson, que je vous posais la question de savoir que est-ce que vous vous attendiez à ce que le président de la République, Faure Essazi-Mna Gnassingbé, plaide coupable à un certain moment donné au cours de cette interview, et qu'est-ce qui vous a marqué? Quelles sont les grandes lignes qui vous ont marqué au cours de cet entretien avec les journalistes de New York TV? Bon, de toute façon, moi j'ai suivi, on m'a envoyé, j'ai suivi le président qui a fait son one-man show. Hein? Monsieur Forson, ce n'était pas un one-man show. Excusez-moi, vous connaissez les règles de cette émission, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Allez-y, je vais vous laisser terminer, allez-y, s'il vous plaît. La dernière fois que M. Faure Gnassingbé est parti au grand marché de Lomé, c'est en 2010, quand il était en campagne. Je voulais poser une question au président s'il connaît Afino, qui vend des pagnes au marché de Lomé. Je voulais poser la question à M. Faure Gnassingbé s'il connaît Padachona de Kétéou. Je voulais poser la question à M. Faure Gnassingbé s'il connaît Amavi de Vaughan. Je voulais savoir si M. Faure Gnassingbé connaît la vie que mène M. Karakoa du Dapaon. Je voulais poser la question à M. Faure Gnassingbé s'il connaît la vie que mène Mme Degawi de Agné. Nos pouvoirs aujourd'hui sont en déphasage de la réalité de la vie politique de notre nation. Nos pouvoirs aujourd'hui sont en déphasage total du niveau comportemental, du niveau exhibition, face à la souffrance du peuple togolais. M. Faure Gnassingbé, après son one-man show, ne sait pas comment vit un Togolais. Y compris ces ministres qui votent des lois pour dire qu'ils augmentent le SMIC sans tenir compte de la réalité économique du pays. M. Faure Gnassingbé, qui n'a jamais mis pied à l'hôpital Sylvanos Olympio pour voir comment le service de réanimation se comporte. M. Faure Gnassingbé n'a jamais mis pied à Aziti, c'est-à-dire prison de Lomé, pour voir comment la dignité humaine est bafouée. Je voulais dire au président, vous avez parlé et dans votre élocution de votre interview, moi, sur la forme et sur le fond, vous êtes trop sûr de vous-même. Vous êtes très sûr. J'ai dit tout à l'heure un exemple de Idriss Déby. J'insiste là-dessus. Il y a une chose que vous devez savoir. La guerre, comme vous l'avez même souligné, sera longue, mais dévastatrice. Là, aujourd'hui, les gens sont à Lomé, ils vont à la plage, ils dansent, ils fêtent. Le jour où ça va sauter à Lomé, là, vous allez comprendre. Hein? Donc là, je parle sérieusement parce que là, vous comprenez ce qui va arriver. Rien ne va sauter à Lomé. Et je ne sais pas comment est-ce que vous avez fait, vous qui résidez à la diaspora depuis plusieurs années, comment est-ce que vous faites pour savoir si M. Faure Essazi-Mna n'était pas au marché ou n'était pas avec celles que vous avez précitées, M. Forson Koué. J'ai grandi au Togo. D'accord? J'ai grandi au Togo. Une fois, je vous ai posé la question de savoir, M. Moïse Agbéiga, si vous savez ce qu'on appelle taxi de la mort au Togo. Si vous savez, il y a en 91,
c'est nous qui avons chassé Bataba au lycée technique d'Adjito Gomé. Bataba, coup à coup, qui est un proviseur, qui se croyait comme Nyasingbe Yadema, qui se vautrait, hein? Et à l'époque, avait distribué des coupes-coupes aux étudiants pour découper les étudiants en 91 au lycée technique d'Adjito Gomé. Appuyé par les forces d'intervention rapides, filles du Adjito Gomé là-bas. Il y a des choses, si on ne vous raconte pas ça, de tout temps, il est jeune, il a 40, c'est pas moi. Il y a des choses que nous, on a vécues. Il y a des choses que, si on ne vous dit pas, vous ne saurez pas. D'accord? Il y a des gens qui disparaissent. Monsieur Bruce, qui est disparu, conseiller de Kodjo. Des gens qui disparaissent comme ça. Vous savez, le soir là même, on est venu de ma maison pour me chercher. J'ai été au Ghana. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Donc, cette méthode-là, paix à son âme, j'ai eu un ami qui est du Nord. En 2014, je suis rentré au Togo. J'ai eu 2 personnes. Un colonel. Qu'est-ce que je dis, hein? Un colonel. Monsieur de Tonton, est-ce que vous connaissez le capitaine Atoueb? Oui, monsieur Fassanko, on va en parler dans une autre émission, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'actualité. Et puis, monsieur Fassanko, écoutez-moi, c'est l'actualité qui nous intéresse aujourd'hui parce que le président de la République a parlé de l'agriculture, il a parlé de beaucoup d'aspects et de choses, de l'économie et donc de la situation sécuritaire de notre pays, le Togo. Et je voudrais que vous réagissiez très rapidement là-dessus, mais nous sommes en train de... Alors, en une minute, dites-nous votre point de vue sur l'innovation. Il est au pouvoir depuis 18 ans. Depuis 18 ans, mais c'est maintenant qu'il sait que l'agriculture, qui est 70% du pays, est primordiale. Depuis 18 ans, il ne sait pas que il faut transformer des produits. Vous prenez le cas, quand vous passez à Néro, il y a les cocotiers là-bas. Les cocos, on peut les transformer. Les ignames. Le Togo, vous savez qu'il est 5e mondial pour produire le yaourt. L'igname. Mais est-ce que ces produits sont transformés dans nos pays? C'est la question qu'on se pose. Ces questions se posent parce que c'est une question de transformation du produit. Les terres sont arides au pays, sont nombreux. Maintenant, ces terres-là sont vendues à qui? Aux Chinois. C'est ça la vérité. Aux Chinois. Le riz que nous produisons quitte le Togo et on nous revend ça plus cher. Nos terres ne nous appartiennent plus. Nos banques ne nous appartiennent plus. Alors, comment voulez-vous construire un pays quand on est endetté à ce niveau-là? Monsieur Foy Yassine peut être coupable. J'ai souri. J'ai souri parce que la constitution togolaise, dans l'article 107, disait ceci. La Cour des comptes exerce les fonctions juridictionnelles en matière de discipline budgétaire et financière des ordonnateurs et des ordonnateurs délégués, des responsables de programmes et des contrôleurs de financiers, des organes de gestion de marchés publics et des comptables publics. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations. Monsieur le chef de l'État, on a dit que vos ministres ont détourné et vous ne faites rien. Vous plaidez coupable? Moi, je pense que il est temps de laisser place et de quitter le pouvoir. J'ai dit. Très rapidement, on va recevoir un téléspectateur. Téléspectateur, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir à nos aînés sur le plateau. Oui. Et bonsoir aux auditeurs. Je voudrais... je vous ai suivi, nous avons parlé de l'indépendance du Togo ou de nos États africains. Et là, vous abordez un autre sujet également qui concerne le développement. Exact. Et sinon, par rapport au discours du chef de l'État. Et nous avons vu, pour ce qui me concerne, que
les interventions soient allées de gauche à droite. Et ce que moi j'ai retenu de ça, même si vous n'êtes pas encore à la fin de votre émission, et c'est ce que je voudrais dire, je voudrais demander aux uns et aux autres de rentrer souvent au pays pour toucher du doigt la réalité du terrain. Et vous allez comprendre aussi que M. Ton qui est sur le terrain, qui est sur au Togo, vous allez voir que ces interventions sont différentes des interventions des autres qui ont refusé de retourner au Togo sous prétexte qu'ils ont leur raison. Et lorsque vous évoquez que les Indiens achètent les terrains du Togo, ou bien les Chinois achètent les terrains du Togo, qui vous a empêché de venir acheter les terrains au Togo. Lorsqu'on a parlé d'augmenter la productivité, quelqu'un a dit, ben, si on n'a pas le pouvoir d'achat, pourquoi on demande d'augmenter la productivité? Il faut passer par l'achat des terrains, produire et puis transformer. Ça c'est ça, augmenter la productivité, et par conséquent, ça peut participer à l'augmentation du pouvoir d'achat du Togolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons laisser les guéguerres de 1850, 1950, 1990 et travailler pour le développement du Togo. Est-ce que les jalons que le gouvernement est en train de mettre en place en train de mettre sur pied aujourd'hui, est-ce que ça aide à participer au développement du pays? Et lorsque vous rentrez au pays, est-ce que vous êtes empêché de participer d'une manière ou d'une autre? Si c'est ça, c'est en ce moment que vous pouvez vous lever et nous dire que bon voilà, moi je suis venu avec telle idée, je voudrais faire ceci, j'ai été empêché. C'est ce que moi personnellement, je peux être naïf et dire du n'importe quoi. Mais nous voulons du concret. C'est ce que je voudrais dire par l'exemple que j'ai donné. Nous voulons du concret. Nous voulons que les gens puissent dire que bon voilà, nous sommes arrivés et voici on nous a empêché de faire ça. Et c'est en ce moment que nous pouvons vous croire. Parce que pour ce qui me concerne, c'est dégage-toi, je vais m'asseoir. Et tout ce que la personne fait, on balaye ça de revers de la main, on dit que ça ne va pas, lui il est là, lui doit partir, c'est moi qui vais venir, et avec des théories. Allez-y sur le terrain. Et les interventions des uns et des autres, comparées à l'intervention de monsieur vous allez voir que c'est différent, c'est carrément différent. C'est ça aussi. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est ça aussi l'avis de la diaspora, hein. Oui, je comprends, mais les gens s'adressent aux Togolais, ils vous adressez à nous, nous avons faim, je veux manger yaourt, je veux prendre les enfants par exemple de Yadito Gomé pour aller à, comment on appelle ça, Baguida, quelque part là-bas, et puis ils vont s'amuser sur l'eau, prendre du yaourt et tout. Mais c'est de ça que nous voulons. Maintenant, lorsque vous faites ça et que ça ne marche pas en ce moment, lorsque vous allez appeler les Togolais et jetez-vous dans la rue pour qu'on chasse celui qui est au pouvoir, vous allez voir que ça va de soi automatiquement. Parce que le gouvernement vous empêche d'acheter du yaourt. Le gouvernement vous achète d'acheter du pain. Le gouvernement vous empêche d'acheter du botocoin. C'est ça la réalité, c'est de ça qu'on veut parler. Le gouvernement vous empêche de vous soigner. Aujourd'hui, il y a l'assurance maladie universelle. Est-ce qu'ils en savent? Comment ça fonctionne? Quel est le mécanisme de financement? Pourquoi les autres secteurs ne sont pas les autres secteurs? C'est-à-dire que les personnes âgées, les gens qui n'ont pas de fonction, pourquoi ils ne sont pas couverts? Quel mécanisme il faut mettre en place peut-être pour couvrir ces personnes-là? C'est de ça que vous devez parler. Amis, nous, on est fatigué de poursuivre de 1850 et puis bon voilà, je suis passé par le Ghana, tout ça. Là, c'est révolu. Merci. On a toujours des téléspectateurs en ligne. Je me permettrai donc de raccrocher très rapidement. Et voilà, c'est aussi l'avis de la diaspora qui continue comme ça sur les ondes. Vous êtes en direct avec nous. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Diminuez votre poste récepteur. Vous êtes en direct. Allez-y. D'accord. Est-ce que je peux participer au direct et commander la émission là? Oui, vous êtes en direct. D'accord, ok. Il y a un peu de bruit chez vous, mais si vous pouvez juste garer, nous poser la question et faire votre intervention en 1 minute, ce serait bien. Bon, je peux raccrocher ou pas? Vous pouvez même diminuer juste votre télévision, votre téléphone, pour qu'on puisse vous suivre. D'accord, ok. C'est bien maintenant? Bien, parfait, on y va. Oui, allô? Vous êtes en direct, allez-y. D'accord, et je remercie tous les intervenants. En fait,
Moi, il y a une question que je voulais poser. Il y a le dernier intervenant. Oui. Et il disait qu'il y a certaines personnes qui ne rentrent pas dans le pays pour voir les réalisations. Mais je pense que malgré qu'on a beaucoup d'informations, même si la personne ne rentre pas au pays, il a la famille qui l'informe sur la situation présente. Et que, bon, si le dernier intervenant voit que pour lui, il constate qu'il y a le mieux au Togo, bon, il faut qu'on applaudisse, mais moi je pense que la diaspora, il y a beaucoup de personnes qui ils ont de la famille, ils reçoivent des informations qui disent le contraire. Bon, peut-être le dernier intervenant, peut-être il dit dans ce milieu où tout va bien, mais je pense que la grande majorité de la population ne ressent pas cette réalité. C'est ça, je sais, c'est ce que moi je l'ai apporté comme information par rapport à votre émission. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Alors, Okay, pour cette partie, donc, Monsieur Philippe Amedodi, vous avez suivi avec nous et avec, comme tous les Togolais à la diaspora, l'interview accordée par le chef de l'État, Foresta Zimna Nyonsingbe. Qu'en pensez-vous en 2 minutes? Mais rapidement, l'intervenant tout à l'heure qui jetait la pierre aux Togolais contraints à l'exil, disant qu'il suffit de rentrer au pays pour constater ce qui se passe et que ce n'est qu'un seul débatteur qui connaît les réalités du pays. Je crois qu'il se trompe. Lorsque le Togo contracte des prêts, ok, pour lutter contre le Covid, et que 40%, je n'invente rien, le monsieur est là, moi j'ai les chiffres, 40%, 38,2% du fonds Covid a fait l'objet de décaissements irréguliers. Ça, c'est Philippe qui l'a inventé parce qu'il se trouve à l'étranger dans la diaspora. Ok? Lorsque le Togo, mon pays, ok, met à genoux les éleveurs et les agriculteurs parce que les amis aux alentours de Fort importent des produits surgelés, du poisson, du poulet, et tout. Vous dites que vous êtes dans l'agriculture. Vous n'avez pas vu ça. Vous dites que le chef de l'État a dit dans son discours qu'on doit consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme. La première des choses, c'est de mettre déjà, et tous les pays le font, pour protéger les producteurs locaux, c'est de mettre des barrières à l'entrée. C'est de dissuader certaines exportations qui déréglementent la production locale. Ça, on va nous dire, vous savez les amis, c'est pas parce que nous sommes à la diaspora que nous ne sommes pas en contact avec le Togo. Certains d'entre nous, parfois, même nous écrivent pour dire « Ah, cette information-là, nous ne l'avons pas. Comment avez-vous fait pour l'avoir ?» Nous sommes à l'ère numérique. Hein. On n'est plus à l'ère de téléphone hein. Donc, s'il vous plaît, ne venez plus ici nous dire que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle nous montons. Moi, je ne demande pas, je ne suis pas dégagiste. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis légaliste. Notre constitution, dans notre constitution, la dévotion du pouvoir se fait par les élections. Lorsque les élections se font dans la transparence et dans les règles, l'aspiration du peuple s'exprime. Il faut que les gouvernants le respectent. C'est ça, moi, mon problème au niveau du régime. Je n'ai jamais demandé à Fort aller chercher mes discours, aller chercher mes propos. Je n'ai jamais demandé à Fort de céder son siège ou son fauteuil pour quiconque. Hein. Donc, il faudrait qu'on se dise les choses proprement. Une dernière chose que j'allais rajouter. Vous savez, lorsque Fort fait l'aveu de sa culpabilité pour n'avoir pas fait décaisser les 5,5 milliards de fonds au titre de transfert monétaire, ok? Et puis quoi? On s'arrête là? On s'arrête là? Il dit qu'il va instruire son gouvernement. On attend que dans les jours à venir, son gouvernement soit instruit pour que ce décaissement se fasse. Il a dit qu'il a vérifié que les fonds sont toujours disponibles. Les Togolais croupissent sur le poids de la misère. Peut-être que notre ami qui vient téléphoner n'est pas au Togo. Il ne sait pas ce qui se passe au Togo. Vous savez, lorsque les gens ont du mal à payer leur facture d'électricité,
à payer leur gaz pour préparer. C'est à nous, dans la diaspora, qu'ils envoient des messages, hein, pour qu'on leur donne un coup de main pour arrondir les fins du mois. Notre Togolais semble l'avoir oublié. On n'a pas choisi volontairement de ne plus rentrer au pays. Vous avez peut-être oublié ce qui se passe avec notre ami de la diaspora, les activistes de la diaspora, en l'occurrence Jean-Paul Omolou. Bientôt 2 ans en prison, sans procès. Je veux bien croire qu'il ait commis des torts. Mais lorsqu'on commet des torts dans un pays qui se dit démocratique, on organise un procès pour que la personne, la personne puisse également se défendre. Il est présumé innocent. Ça, vous l'avez oublié. C'est une notion de droit. C'est une notion de droit. Ça, c'est pas parce qu'on est au Togo ou à l'étranger que cette notion de droit doit être appliquée. Nous n'avons pas choisi de rester à l'étranger parce que nous ne voulons pas rentrer au Togo. Vous avez peut-être oublié qu'il y a bientôt 2 ans, un des candidats, un des challenges de Fort, pour avoir dénoncé les magouilles, la fraude électorale, pour avoir contesté les résultats, a été contraint à l'exil. Donc, ne nous dites pas que parce que nous ne sommes pas au Togo, nous n'avons pas le droit de parler de notre pays. Merci. Merci à tous et à chacun de vous d'être avec nous. Nous sommes toujours dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Et le téléphone continue pas à crépiter ici. Vous êtes en direct avec nos chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour. Oui, bonjour Moïse, bonjour à tous vos invités, bonjour à tous les téléspectateurs. Allez-y pour votre intervention. Je voudrais d'abord vous saluer, vous remercier pour tous les efforts que vous faites dans le sens de nous informer par rapport à la vie de nos nations en Afrique. Et je voudrais donc par rapport au sujet du jour, dire que, comme j'ai l'habitude de le dire, et pour chacun de nos sujets, je crois qu'il va falloir qu'on fasse l'effort de rester pragmatique, réaliste et ne pas trop s'aventurer un peu vers le politique, rien que le politique. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas parler politique, mais nous devons faire en sorte que effectivement ceux-là qui nous écoutent n'aient pas l'impression qu'on parle pour défendre tel camp ou pour défendre tel autre camp, mais on parle dans l'intérêt supérieur de notre pays. Donc, ceci étant, je voudrais sincèrement saluer les interventions de monsieur le docteur monsieur Placide. Oui, c'est monsieur Placide, non? Oui. Oui, je sais que c'est un opposant, mais quand vous l'écoutez depuis un certain temps, vous sentez qu'il prend de la hauteur dans certaines choses. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui est intervenu, qui a parlé, par exemple, pour faire en sorte que les gens comprennent un peu la terminologie de l'indépendance. Tout ce qu'il a dit, ça fait partie donc de certaines réalités. Mais ceci étant, en le faisant, est-ce qu'on est en train de dire que on est en train d'aduler le pouvoir de Fort? Est-ce qu'on est en train de dire que les problèmes n'existent pas? Non. Les problèmes, ils sont légion. Si nous disons qu'il n'y a pas de problème au Togo, c'est-à-dire c'est nous mentir à nous-mêmes. Moi, je vais prendre un exemple concret. Et ce sont des problèmes comme ça que je préférerais qu'on soulève. Et si nous, la diaspora, on essayait donc de nous engager dans ce sens-là, je crois que ça va faire en sorte que les gens comprennent lorsque nous prenons la parole. Moi, je produis le soja au Togo depuis au moins 2 saisons. La première saison comme la seconde saison, je vais vous expliquer, par exemple, au niveau national. D'accord, le prix de soja semence est de 750 francs. Mais il se trouve que nous, en tant que producteurs de semences de soja, je ne sais pas si c'est comme ça sur l'ensemble du territoire, mais nous au moins qui sommes au nord, qui produisons au nord, il y a justement ceux-là qui disent être en train de défendre l'intérêt des paysans, qui prennent devant. On ne sait pas comment ils s'en vont discuter avec justement les autres. Ils viennent auprès de nous. D'abord, ils veulent nous acheter ça à 600 francs. OK?
Ça veut dire qu'on coupe déjà 150 francs. Ensuite, on va vous dire que les sacs dans lesquels il faut mettre le soja, là, c'est vous qui devez payer ça. Et c'est vous qui devez faire le transport depuis votre champ jusqu'au magasin qu'ils ont déterminé. Voilà des problèmes concrets que vivent les Togolais. Mais donc, Faure Gnassingbé n'est pas forcément au courant. Vous comprenez? Et malheureusement, lorsque la parole n'est pas libérée, lorsque le gouvernement aussi ne prend pas les dispositions pour que effectivement on puisse écouter les uns et les autres et savoir ce qui se passe, il y a des gens qui, dans l'ombre, se font des sous inutilement et ça fait que ça sape le moral des paysans. Et moi, ce que j'ai fait, comme tout le monde me connaît en tant que rebelle, l'année passée, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, je ne vends pas mon soja avec eux. Vous comprenez? Ce que j'ai fait, j'ai préféré retourner directement auprès des populations. J'ai trouvé des magasins et j'ai dit, moi je vais préférer vendre mon soja au prix qu'ils veulent acheter là, aux paysans à ce prix-là. Ils vont acheter ça à 600 francs au lieu de 750. Et là, au moins, je sais que je rends un service justement aux populations qui achètent ça pour reproduire. Mais moi, en tant que producteur, vous comprenez que ça devient, c'est-à-dire, je cherche. Je ne fais pas de profit. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a le courage de le faire? Les gens n'ont même pas le courage de le faire. C'est ça la réalité. Donc, quand on pose certains débats, liés donc à ces questions-là, mais je peux comprendre aussi aujourd'hui que le thème concerne quand même les élections, ça concerne l'indépendance, c'est des thèmes purement politiques, je peux comprendre. Mais faisons l'effort de faire en sorte que les Togolais puissent tirer vraiment quelque chose de nos débats. C'est dans cela seulement qu'ils auront envie de nous écouter, qu'ils auront envie de savoir que des choses se font, qu'ils auront envie de chercher à trouver des solutions. Merci. Donc voilà à peu près ce que je voudrais dire. Encore une fois, je vous salue tous parce que vous perdez de votre temps et tout ce que vous avez donc pour nous informer, pour nous renseigner et tout ça, je vous salue et je vous encourage. Merci. Il n'y a rien qui soit totalement mauvais. Faisons en sorte à ce que on puisse toujours améliorer ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à M. Mpapo qui vient de nous appeler. J'ai deux dernières questions pour terminer l'émission. La première, je sais que je vais faire le tour de table très rapidement. Que fait la diaspora pour résoudre les problèmes au Togo véritablement? Et comment est-ce que nous contribuons depuis des années où on fait les indépendances, que faisons-nous exactement pour trouver ces solutions? Que proposons-nous? C'est la question que je veux poser à M. Placide da Silva. Président, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous entends. Allez-y, donc, répondez à ma question. Voilà. Je commencerai d'abord par répondre au camarade qui vient de téléphoner. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Mais ce problème de l'agriculture, c'est essentiellement dû à la disparition de l'OPAT. Vous savez, quand nos pays africains ont pris leur indépendance, dans presque tous les pays, il y avait des organismes qui étaient créés. Au Togo, c'était l'OPAT créé par Sylvanus Olympio, qui était le tampon entre le paysan et l'acheteur. Et ce que le paysan produisait était la plupart du temps exporté à l'extérieur. Vous savez, le paysan n'a pas les moyens de confronter directement ces grosses sociétés-là. C'est pour ça qu'on avait créé l'OPAT. Et l'OPAT, donc, garantissait un certain revenu à nos paysans. Le paysan savait qu'en vendant, en produisant telle quantité de café ou de cacao, il pourra le vendre à telle chose. Il y a un paysan qui m'a dit que dans les années 60 et 70, il pouvait, avec ce qu'il produisait, il pouvait facilement envoyer ses enfants à l'école et acheter une voiture. Aujourd'hui, avec ce qu'il produit, il ne peut même pas acheter un pneu, une roue pour une voiture, pour acheter une voiture. Vous voyez? Et quand après le coup d'État, quand les nouveaux sont arrivés
Ils ont détruit essence, ils ont méthodiquement détruit l'OPAT parce qu'il y avait des ressources dedans, tout le monde a plongé dedans, tout le monde a bouffé dedans, n'importe comment, à gauche et à droite. Il n'y a jamais eu de compte rendu pour cette histoire de l'OPAT là. C'était une impunité totale. Et c'est les conséquences que nous suivons encore jusqu'à ce jour. J'étais en Afrique de l'Est, il y a ce qu'ils appellent le Coffee Marketing Board. Et c'est le même principe. Ils ont mis en place un système qui garantissait aux paysans un certain prix. Et quand le paysan, pour vendre, parce que vous avez aujourd'hui des grandes sociétés telles que Starbucks et son consort qui vont directement chez le paysan ne peut pas discuter avec ces gens-là. Et nos autorités sont dans le coup avec ces sociétés pour acheter les produits à un prix très bas. Voilà un problème particulier que nous devons adresser. Vous voyez, le problème de l'OPAT. Tout le monde a bouffé dedans. On ne sait même plus ce que c'est devenu l'argent. Et c'est le problème total de l'impunité au Togo. Depuis 1963, nous faisons tout ce que nous voulons. Et il n'y a personne. On nous a parlé des fonds qui sont alloués pour le Covid. Nous qui sommes à l'étranger ici, nous rencontrons couramment les participants de ces sociétés, de ces organismes qui envoient de l'argent en Afrique. Vous devez écouter ce qu'ils nous disent derrière la scène. Ils nous connaissent très bien. Ils connaissent tous nos dirigeants à qui il faut donner de l'argent pour faire ceci ou cela. Ils le connaissent très bien. Et pourtant, voilà, vous voyez, nos problèmes que nous cachons, ces gens les connaissent bien. Ils exposent. Je suis membre de la Chambre de commerce. Quand je vais à la Chambre de commerce, nous écoutons ces histoires-là. Et ça fait tellement honte. Ça, c'est la première des choses. Concernant le monsieur Forson et monsieur Amédodji, ils ont un mal dans le cœur. Personne ne peut les empêcher d'exprimer ce mal-là. Il y a quelque chose qui leur fait mal. Le pays nous est cher, à nous tous. Que je sois là-bas ou ici, le pays reste le même. Il y a beaucoup de camarades ici qui ne peuvent plus rentrer parce qu'ils ont reçu, j'ai personnellement reçu des coups de fil du Togo me disant que le jour où je mettrai pied au Togo, je vais voir ce qui va m'arriver. Et des gens que tout le monde connaît, je ne veux pas citer les noms ici. Vous voyez, mais ceux qui nous appellent, il y a un téléspectateur qui a dit que vous voulez seulement renvoyer du revers de la main ce que les autorités sont en train de faire. Est-ce que c'est un mal? Si moi je ne veux plus de ce dirigeant, est-ce que c'est un mal de dire que je ne veux plus de ce bonhomme-là, quel qu'il soit ce qu'il fait? Est-ce que c'est un mal? Il n'y a rien de mal dedans. Bon, revenons à ce que la diaspora. Nous, de la diaspora, notre problème principal, c'est de ne pas pouvoir travailler ensemble. C'est ça notre problème. Travailler ensemble pour accomplir quelque chose. Nous sommes trop divisés. Nous n'arrivons pas du tout à travailler. Nous avons fait beaucoup d'expériences dans le passé. C'est ça, ça a toujours été notre problème. Il y a des gens entre nous qui sont payés pour créer la division. Et nous les connaissons. Et cette personne ne me dira que c'est faux. J'en connais moi-même. Vous voyez? Moi, je n'en connais pas. Nous réorganiser. C'est-à-dire que nous pouvons, la diaspora, nous investissons nos retraites ici. Nous pouvons utiliser nos retraites et créer une banque de développement qui sera utilisée, que nous allons gérer nous-mêmes, que nous allons faire des prêts à nos agriculteurs pour commencer leurs travaux. Nous pouvons organiser ces choses-là. Mais le fait est que quand ça commence, après un certain temps, il y a la dizaine qui se mêle. Donc, la diaspora, et puis concernant les élections, par exemple, la diaspora, je donne quelque chose de concret. La diaspora, nous savons tous que les élections, c'est l'outil principal de la démocratie. Partout où nous allons ici, dans les sociétés ici, on nous demande est-ce qu'il y a eu des élections. On nous pose toujours cette question-là. Bon. Est-ce que nous qui sommes ici, nous pouvons organiser d'ici, bien sûr, nous n'avons pas le droit de voter. On ne veut même pas nous donner ce droit n'arrivera pas.
Personne n'a dit ça, Monsieur Placide. Personne n'a dit qu'on n'a pas le droit de voter. On reviendra sur ça dans quelques instants, si vous permettez, sur les élections à venir et pour parler également du vote. Pour l'heure, je voudrais juste terminer cette seconde partie avec les questions concernant donc le pourquoi on n'arrive pas à s'unir en tant que Togolais, puisque c'est vous-même qui venez de le dire, Monsieur. Monsieur Forson Koué, vous avez demandé donc à intervenir. Dites-moi concrètement et pourquoi est-ce que les Togolais ne s'unissent pas, même dans les associations, même Nouvelle Vision nous avait dit qu'ils ont fait un petit tour. L'autre fois, ils ont constaté également des choses. On en parlera également avec son président tout à l'heure. Mais pour l'heure, Monsieur Forson Koué, dites-moi très rapidement ce qui manque à la diaspora pour que le Togo advienne à des réalités concrètes. Tout d'abord, je voulais faire deux mises au point, vite fait, à M. Yempabou et à l'intervenant qui vient de parler tout à l'heure, et à qui Amedoudi a essayé de corriger un peu le tir. Cet intervenant, une fois que j'ai fait l'intervention sur la chaîne, était en phase avec moi parce que j'avais dit des choses. Aujourd'hui, quand je dis des choses qui sont beaucoup plus attaquantes, là, il se retracte. C'est pas ça le problème. Je voulais rappeler à l'intervenant tout à l'heure, monsieur Yempabou, que le problème de soja dont il parle, d'accord, relève de l'attribution et des objectifs du ministre de l'Agriculture. Donc, si le président de la République n'est pas au courant de ça, qu'il démissionne. Je répète, si le président de la République, qui est président garant, qui nomme les ministres, n'est pas au courant de ça, il démissionne. Il n'est pas compétent. Ce même problème a été résolu tout récemment avec Patrice Talon, qui a convoqué tous les producteurs de soja au Bénin pour voir les voies et moyens pour trouver des solutions pour aider la filière. Maintenant, on nous dit qu'on ne connaît pas le pays. Tout mouvement du président, je sais. Je vous dis des choses. Tout mouvement que vous faites au Togo. Donc, ne blaguez pas avec nous aujourd'hui. Là, on a travaillé pour. Et quand on dit des choses, ne venez pas nous dire qu'on ne sait pas ce qu'on dit, on n'est pas loin du pays, on ne sait pas. Qui finance le pays? S'il ne sait pas les diasporas qui envoient de l'argent pour aider. Vous savez, ici, en France, ici, je ne veux pas détailler les choses, mais je vous dis quelque chose. Ils sont venus nous dire, écoutez bien, je ne vais pas citer les noms. Ils sont venus nous dire, vous venez, c'est le nouveau discours, hein. Vous pouvez aider le pays en ramenant les investisseurs, en créant des associations pour apporter des aides dans le pays. Mais ne vous immiscez pas dans la politique. Mais vous nous prenez pour des imbéciles. Hein? Vous savez que l'économie et la politique sont un binôme inséparable. L'une est pour l'autre ce que la tête est pour le corps. Il est inutile de rappeler ici l'effet désagréable pour le corps lorsque les maux de tête ou vice-versa. L'ennemi numéro 1 de la croissance économique est constitué par l'instabilité politique et la peur de l'avenir. Voilà le problème qui mine notre pays. Vous voulez que les investisseurs viennent dans le pays investir. Ils viennent, ils demandent à ce que, qu'est-ce qu'on mange dedans? Quelle est notre part? Notre quote-part dedans. Si tu ne donnes pas, d'accord, tu ne veux pas, ton dossier est mis à l'écart. On a envoyé beaucoup d'investisseurs dans le pays. Et on s'est rendu compte que la corruption est le mot d'ordre à tous les niveaux donnés. Je ne veux pas dire, j'ai dit ici, des militaires corrompus, des ministres corrompus. Et on nous dit, mais quand on va commencer à sortir les noms, vous allez comprendre que on ne peut plus s'amuser au fait. Ceux qui parlent là, écoutez-moi, ceux qui sont aux États-Unis là, hein, nous savons qui les finance. Qui sont. Il y a des choses qu'on peut vous dire. Oui, M. Forson, on a compris votre position. Si on se tait, si on dit des choses,
comprenez nos cris. Mais ce que je veux dire au président Faure, et j'insiste là-dessus, vaut mieux monsieur partir plus tôt. Je le répète encore, que ceux qui ont les auteurs entendent. Il a dit que la guerre sera longue. C'est même pas long. Demain ne t'appartient pas, ni à moi, ni à toi. Donc calme-toi. Aux ministres là, aux ministres qui sont longtemps au pouvoir, on va venir tout à l'heure sur les élections. D'accord? Je vais vous démontrer qu'est-ce qui est programmé pour le Togo et quels sont les gens qu'on veut nommer en tant que sénateur. On a toute la liste. Donc, ne vous abusez pas avec nous. Hein. J'ai dit. Bonjour, Monsieur Moïse. Et je dis bonjour également à vos invités. Je fais un clin d'œil au président Placide. Oui. Je pense que vous avez posé une question tout à l'heure concernant ce que pensaient les invités de l'interview du président Faure Gnassingbé. Bon, je pense que le président Faure Gnassingbé a semblé déroger à la tradition, à sa propre tradition qui consiste à ne pas s'adresser aux populations dont il a la responsabilité la responsabilité de gouverner. Et cela, à mon avis, est une bonne chose. Hein. Je souhaite que cela puisse se poursuivre. Ça, c'est la première chose. Je déplore cependant que les journalistes qui l'ont interviewé n'aient pas eu le courage de lui poser la question de savoir si le Togo est indépendant ou non. J'ai pas cru avoir écouté cette question. À mon avis, il y a des facteurs aussi bien endogènes qu'exogènes qui font que nous ne sommes pas indépendants. Et il faut peut-être commencer par régler le problème du point de vue endogène, n'est-ce pas? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas indépendants tout simplement par notre propre faute? Et à mon avis, le président togolais peut régler ce problème. Il suffit simplement qu'il ait le courage de favoriser l'alternance au sommet de l'État au Togo, de faire l'ouverture politique nécessaire pour qu'il y ait alternance au sommet de l'État et pour qu'il y ait alternance dans les autres structures de gestion de la chose publique. Donc c'est ça le plus important. Ensuite, on peut s'attaquer aux facteurs exogènes dont nous n'avons pas la maîtrise, n'est-ce pas? Donc, je pense que cette question-là a manqué dans le débat, ou tout au moins dans l'interview que les journalistes de la télévision privée en question ont accordé au président du Togo. C'est ce que je voulais tout simplement ajouter. Merci. Je pense que c'est la première fois, je peux donner aussi mon avis, c'est la première fois que le président togolais donne cette opportunité aux journalistes togolais de lui poser ces genres de questions en face à face, et donc vous comprenez, donc quand on veut revenir pour d'autres questions, il va falloir que la première fois soit aussi dans une dimension. Donc alors monsieur le président du parti politique à Nouvelle Vision, très rapidement, qu'est-ce que vous avez fait le tour l'autre fois, on en a parlé avec votre deuxième vice-président. Vous avez fait l'expérience de la diaspora, et c'est la diaspora qui en fait décrypte, permettez-moi le terme ainsi, donc de beaucoup l'actualité, fait des propositions. Vous qui vivez sur le terrain, vous qui êtes sur le terrain, comment est-ce que la diaspora doit trouver ces solutions? Quelles sont les solutions que vous, après votre tour, vous proposez maintenant aux concitoyens ou sinon aux Togolais résidant sur le terrain? D'accord, merci. D'abord, je voudrais quand même encourager chacun de nous à ne pas réduire au fait le niveau de nos interventions lorsque, en vivant maintenant au Togo, je vois l'attente de la population togolaise par rapport à la diaspora. Donc, ce n'est pas une guerre entre diaspora et population lorsque nos avis ne sont pas les mêmes. Pour pouvoir, si quelqu'un dit par exemple
que quelqu'un n'est pas au pays ou quelqu'un est informé du pays, je crois qu'il y a une différence. Je fais 22 ans et j'ai commencé récemment à résider au Togo. Je fais 22 ans aux États-Unis. Donc, je suis de là et je suis du Togo. Je pense être peut-être l'un des mieux placés à sentir la différence si on peut maîtriser le pays de loin ou bien mieux le maîtriser lorsqu'on est aussi sur le terrain. Et la preuve, c'est que dernièrement, je pourrais dire à toute la jeunesse togolaise que oui, voilà comment est les États-Unis. Voilà ce que nous pouvons faire qui est bon aux États-Unis. Mais j'ai pris la peine de faire déplacer plusieurs jeunes aux États-Unis pour qu'ils puissent vivre la réalité et revenir, pour qu'ils puissent mieux comprendre ce que je veux construire. Donc, vivre la réalité et être informé de la réalité, il y a une différence. Néanmoins, nous sommes tous conscients que la différenciation dans nos appréciations, normalement, doit être un don, doit nous permettre d'aller plus loin. Donc, je ne voudrais quand même pas que cette attente de la jeunesse togolaise à chaque fois, de nous qui revenons, de nous qui avons vu, de nous qui sommes exposés à peut-être des politiques plus évoluées, soit réduite. Au-delà de cela, il y avait eu un intervenant qui a parlé par exemple du problème de soja. Sur le terrain, à chaque fois, à chaque jour que Dieu fait, je suis interpellé par la jeunesse togolaise, par sur les questions, mais des questions de développement. Et je crois avoir donné solution à plusieurs d'entre eux. Et parlant avec preuve qu'en mars dernier, par exemple, avec le problème de financement que nos jeunes agriculteurs ont, du moins à la célébration de mon anniversaire, au lieu de sauter peut-être des champagnes, j'ai peut-être l'opportunité d'avoir, j'ai plutôt opté de prendre une enveloppe de 2 millions pour financer au moins 4 coopératives. Je ne demande pas à tout le monde de le faire. Donc, je suis en train de dire quand même que quand vous êtes sur le terrain et vous vivez la réalité, c'est un peu difficile. Donc, accepter que les gens disent, par exemple, qu'ils veulent écouter, puis ils ne nous rejettent pas. Ils ne rejettent pas les opinions de la diaspora contre ou pour une politique donnée, mais ils sont en train d'exprimer ce qu'ils veulent mieux entendre par rapport aux solutions que nous préconisons pour les problèmes qu'ils ont chaque jour. Et ces problèmes, oui, certains peuvent les voir au niveau des votes, mais d'autres peuvent les voir au niveau structurel, au niveau endogène, au niveau interne. Et si aujourd'hui, nous avons fait une tournée, et je reviens à la question de M. Moïse, une tournée, au lieu de parler par exemple politique, pour parler, nous devons faire des votes, le thème avec lequel la délégation de la Nouvelle Vision s'est déplacée depuis Lomé pour les États-Unis était pourquoi investir au Togo? Pourquoi soutenir les projets des jeunes Togolais? Parce qu'avant même de nous envoler sur les États-Unis le mois passé, nous avons fait un circuit des institutions de l'État qui sont supposées financer les jeunes. Nous avons vu, il y a des atouts, il y a des insuffisances. Et comme tout le monde le sait, l'État seul ne peut pas tout faire. Donc, nous nous sommes dit, en continuant par nous battre pour que ça s'améliore, nous allons aussi faire notre part en nous invitant dans le jeu politique, dans le jeu de développement. Donc, avec notre tournée, nous avons pu développer, nous avons pu expliquer à la diaspora togolaise qu'il y a des jeunes héros au Togo, qu'il y a des jeunes porteurs de beaux projets au Togo, qu'il y a des jeunes qui sont prêts à travailler au Togo, mais qui manquent de financement. Et avant de partir, nous disons également à ces jeunes, oui, il y a des opportunités d'investissement, mais nous devons être disciplinés, nous devons être sérieux. Donc, comment faire le pont entre ce jeune qui est à Alokwegbe, qui veut développer par exemple sa ferme, et qui a besoin d'un, mais qui ne peut même pas aller faire un prêt dans les comment on l'appelle, des micro-projets. Parce que quand tu fais le prêt de micro-projets, avec des poussins qui doivent faire 6 mois avant que tu ne puisses commencer même à vendre les œufs, on réclame déjà le mois qui suit de faire un paiement. Donc ce jeune est contré par la situation socio-économique. Il ne veut même pas écouter de savoir que c'est aujourd'hui qu'on a commencé le recensement électoral. Pour lui, ce qu'il veut,
il a ce désir de faire développer son activité. Donc, comment est-ce qu'on peut faire que la diaspora, la classe moyenne que nous voyons, mais qui est présentement à l'étranger, puisse soutenir ce jeune, pas pour un don, mais pour un investissement productif qui va rapporter à celui-là de la diaspora un intérêt, mais au même moment permettre à ce jeune non seulement de réaliser son projet, mais aussi de créer de l'emploi. Parce que c'est la raison qui nous pousse à rentrer en politique. Nous ne rentrons pas en politique parce que quelqu'un a fait ça. Nous ne rentrons pas en politique quelque part comme là quelque part. Nous rentrons en politique pour trouver une solution. Nous disons, la finalité de notre engagement, c'est de créer un Togo de rêve. Et ce Togo de rêve, au moment où nous n'avons pas le pouvoir de décision, nous avons des pouvoirs d'action. Et nous le faisons. Et la liste serait longue quand on parle de la nouvelle vision, quand on parle de Togolese Foundation, quand on parle de Dr Kodjovi Obenton, la liste est très longue pour ce que nous faisons tous les jours. Et quand nous rentrons au pays, le nombre de gens qui travaillent autour de moi, c'est quantifiable. Je sais que d'autres en font plus que moi, mais je pense que quand nous qui sommes de la diaspora, nous dépassons ce clivage de combat des hommes contre des hommes pour arriver à un combat objectif, ça nous avantagerait mieux. Je dirais également, c'est très bon d'être légaliste, mais c'est mieux peut-être d'être objectif, parce que l'objectivité prend en considération le concret sur le terrain et la légalité pour une optimisation de résultats. Donc, je vous en prie, ce n'est pas une interview de la société, de la jeunesse contre la diaspora. Tout le monde est libre d'exprimer son mécontentement, comme l'a dit le grand frère Plasty, que oui, les gens ont été touchés, laissons-les s'exprimer. Mais au-delà de ça, quand nous avons fini de nous exprimer, nous devons chercher solution. Nous, en tout cas, à la Nouvelle Vision, on a dépassé l'étape de continuer seulement à dénoncer pour arriver à utiliser le peu que nous avons pour produire le résultat escompté. Donc, M. Moïse, la tournée de la Nouvelle Vision nous a permis de pouvoir de commencer à développer un panel d'investisseurs de la diaspora qui vont bientôt se mettre en communion avec des jeunes porteurs de projets pour que le financement soit fait, pour que le suivi soit fait et pour que la productivité soit atteinte, pour corriger, pour répondre à cette multitude d'appels de jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui sortent des universités, des centres de formation ou qui entreprennent. La Nouvelle Vision est prête pour ça et c'est pourquoi nous appelons tous ceux-là qui nous écoutent et qui peuvent, au lieu de laisser leurs dollars dans les banques, peuvent financer les projets des jeunes dans un circuit orienté et propre, de le faire, de nous contacter pour que ces jeunes qui souffrent aujourd'hui au moment où nous sommes en train de faire des dénonciations puissent quand même trouver à manger pour ne pas être des outils utilisés par les politiques, surtout dans les périodes électorales où 5 000 francs suffirait à quelqu'un de vendre 5 ans de sa décision. Merci. Tout à l'heure, nous parlerons donc des élections législatives et régionales, mais pour le moment, je voudrais poser la dernière question. Donc, pour terminer le tour de table, Monsieur Philippe Amedodji, qu'apporte la diaspora comme solution aux problèmes dont sont confrontés nos citoyens et nos concitoyens et surtout nos patriotes au bercail, et surtout dans le cadre donc du discours du chef de l'État, Faure Gnassingbé? Moïse, je vais vous répondre vraiment concrètement, mais j'aimerais faire une petite mise au point. Lorsque le concitoyen que je connais bien, que j'apprécie, Kodjovi apprécie l'innovation de Faure de répondre aux journalistes. Et lorsque quelqu'un aussi a téléphoné, un intervenant tout à l'heure, applaudit des deux mains, là, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais est-ce que vous savez, justement, vous qui êtes sur le territoire, que c'est une exigence constitutionnelle que le chef de l'État, et Force on en a parlé tout à l'heure, au 27 avril, présente devant l'Assemblée nationale, donc ceux qui représentent le peuple togolais, un discours sur l'état de la nation. Est-ce que vous le savez au moins? Nous sommes à l'étranger, mais nous maîtrisons la constitution de notre pays. Notre grand frère, et Placide l'a dit tout à l'heure, c'est pas par faute de... Les lois sont là.
mais on ne les respecte pas. Si Faure estimait vraiment qu'il y a un pouvoir législatif au Togo, qu'il est à l'exécutif, un pouvoir législatif à qui il doit rendre compte, allez voir sur les sites, même si les sites de Republic of Togo, Faure était annoncé le mercredi à l'Assemblée nationale. Il n'est pas parti. Il a préféré, c'est une bonne chose, hein, de répondre aux journalistes, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire parce que les gens disent le peuple a besoin de l'entendre. Il a fait pour une fois. Mais pourquoi a-t-il violé la Constitution en laissant en planque les députés? On me dira que ça ne donnera rien qu'il faut. Mais lorsque on assume un mandat politique, le premier des Togolais doit respecter la Constitution. Je parle les yeux dans les yeux à Kojo-Biton pour dire qu'il faut que les institutions de ce pays-là soient respectées. Ça n'a pas été fait également au niveau de la Cour des comptes. Je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je vais revenir à la question qui est posée. Que fait la diaspora concrètement? Nous faisons le travail de sensibilisation. Notre ami tout à l'heure a parlé de soja. On peut tout nous reprocher. Vous savez, les amis, ce pourquoi les États ont besoin d'exporter, c'est pour disposer de ce qu'on appelle de devises étrangères. OK? Ces devises étrangères, à quoi est-ce qu'elles servent après? C'est pour importer les poulets surgelés. C'est pour venir détruire l'économie nationale. Les amis, il faut réfléchir, hein? Il faut réfléchir. Vous qui dites, qui encouragez les agriculteurs à produire, à investir dans les cultures de rente, le coton, le café, le cacao, et demain, ils n'ont pas d'argent pour acheter le maïs. C'est ça que vous dites, que vous connaissez mieux le Togo que nous autres? S'il nous plaît, nous faisons beaucoup de sensibilisation parce que nous avons compris un certain nombre de choses que certains au pays n'ont pas compris. OK? Ça, vous tournez en rond. Lorsque le chef de l'État parle de produire ce que nous consommons, ce n'est pas un discours vain. Nous attendons le chef de l'État et son gouvernement qu'ils y travaillent. On a vu le ministre du Commerce se rendre à la foire des produits nationaux en cravate et en veste. Il y a des pagnes. Le coton, il y a des tisserands au Togo. Au moins pour une fois dans l'année, il aurait pu montrer qu'il y a des producteurs au Togo. Nous avons des tisserands. Nous avons un secteur industriel à soutenir. Donc, s'il nous plaît, j'apprécie que Kojo-Biton est déjà en campagne. C'est une bonne chose, hein, de dire ce que votre parti politique fait pour le pays. Mais j'aimerais bien que vous sachiez que nous, depuis l'étranger, nous vous observons. On vous observe, on vous voit ce que vous faites. Merci pour les applaudissements. Merci également donc à vous tous de nous honorer de votre présence dans notre émission Avis de la diaspora. C'est la fin donc de la seconde partie. Nous allons aborder la dernière et l'ultime partie de cette émission dans 30 secondes. Si vous êtes avec nous, nous voulons vous sentir avec vos appels et surtout les invités qui sont toujours avec nous. Merci et restez toujours avec nous. On se retrouve juste après la pause. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours.